Merci beaucoup. Bien, bonsoir à tous et bonsoir aux auditeurs qui nous suivent en distanciel. On a pris l'habitude maintenant et cela permet effectivement à des collègues, chercheurs d'assister à ces séances. Je rappelle qu'il s'agit d'une séance de l'IRER. Vous en avez pour certains l'habitude. Elle a été organisée par Martin Dumont, ici présent, mais elle est également commune avec le séminaire que j'anime. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacques-Olivier Boudon, que j'anime dans cette université sur les questions religieuses au XIXe siècle. Et donc, un certain nombre d'étudiants vont pouvoir assister à cette séance que j'ai le plaisir de présider, d'animer. J'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir Sylvain Milbach, qui va nous parler de ce dernier livre qu'il a publié sous le titre « Lamennais », tout simplement. Avant de le présenter, peut-être un mot que confirme d'ailleurs votre présence nombreuse aujourd'hui. Lamennais continue de fasciner, sans doute parce qu'il y a une sorte de mythe Lamennais dû probablement à ce parcours tout à fait inédit dans le clergé du XIXe siècle, Lamennais qui n'appartient pas au clergé concordataire, ce qui est tout de même assez exceptionnel dans cette France qui se reconstruit précisément après le Concordat, et puis un Lamennais dont les tracas, dont les embarras avec le reste du clergé, l'épiscopat en particulier, ces évolutions politiques de l'ultra-traditionnalisme, de l'ultra-royalisme jusqu'au socialisme, en passant par le libéralisme, tout cela a sans doute contribué à faire que Lamennais est un personnage, d'abord que l'on croise nécessairement lorsque l'on travaille sur la première moitié du XIXe siècle, et je reprenais la bibliographie très copieuse que fournit Sylvain Milbach à la fin du volume, on s'aperçoit que la plupart des historiens qui ont travaillé sur le premier XIXe siècle, évidemment en s'intéressant plus particulièrement aux questions religieuses, ont croisé Lamennais à un moment donné, ont écrit sur Lamennais qui n'a pas simplement intéressé les littéraires, les historiens, mais aussi même les journalistes. Je pense à la biographie de Georges Jourdain, par exemple, publiée au début des années 80. Alors, on pourrait citer aussi celle de l'animateur de France Inter, dont le nom m'échappe, Jean Lebrun, mais qui est tout de même agrégé d'histoire avant d'être journaliste, ce qui est un atout particulier. Donc, un intérêt particulier pour Lamennais, un Lamennais dont on a très largement republié les œuvres, dont chacun d'entre vous possédait dans votre bibliothèque les 9 volumes de la correspondance édités dans les années 70 par Louis Le Guillou, qui a évidemment marqué l'historiographie du personnage. Je ne vais pas citer tous les auteurs qui ont travaillé sur Lamennais, mais je voudrais quand même avoir une pensée pour Anne Philibert, qui avait, il y a quelque temps, publié le fruit de sa thèse sur Lacordaire et Lamennais dans la même collection, enfin, la collection antérieure, mais c'est la même série, d'histoire religieuse de la France. C'était à l'époque au CERF, et désormais, cette collection, et je salue la présence de Catherine Vincent, je ne sais plus où elle est, qui préside la Société d'histoire religieuse de la France, cette collection a migré aux presses universitaires de Rennes. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir l'auteur de cette magistrale biographie de Lamennais, Sylvain Milbach. Je le rappelle, notamment pour certains de mes étudiants qui ne te connaissent pas, on va peut-être quand même continuer à se tutoyer, qui ne te connaissent pas. Sylvain Milbach est maître de conférences habilité à l'université de Chambéry-Mont-Blanc. J'espère ne pas me tromper dans la dénomination. Il y a encore... C'est Savoie-Mont-Blanc. Savoie-Mont-Blanc. On a du mal à suivre. Voilà, la localité, elle est bien à Chambéry. Il avait soutenu, sous la direction de Philippe Boutry, il y a quelques années, une thèse sur les prêtres érudits du diocèse de Dijon, et consacré son habilitation à Montalembert et à la lutte pour la liberté de l'enseignement secondaire, ouvrage qui a été publié chez Champion sous le titre « Les chers ennemis », qui raconte donc ce combat. Mais Sylvain Milbach s'est aussi beaucoup intéressé à l'histoire de la Savoie, en particulier dans le cadre du 150e anniversaire de l'annexion de la Savoie
à la France sous un angle plus politique. Donc, il a ces deux casquettes d'histoire religieuse, d'histoire politique, si l'on veut. Et puis donc, il sort cette année, ou l'année dernière plus exactement, ce Lamennais. Nous avons eu le plaisir de dialoguer autour de Christophe Dickès pour la chaîne KTO il y a quelques semaines. Et donc, nous avons prolongé ce dialogue et je vais tout de suite passer la parole. Oui, te passer, c'était bien dans ce sens-là que nous étions convenus, te passer la parole pour une présentation de l'ouvrage. Alors, Martin, qui est toujours à cheval sur le chronomètre, m'a parlé de 20 minutes. C'est ça, voilà. Ce qui était prévu. Bien, alors attends. Ah, on déplace là. Je vais faire comme ça. Je vais éviter les catastrophes. Bien, je remercie l'IRER pour cette invitation, pour cette rencontre autour de Lamennais. Je ne vais pas proposer, dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas proposer une biographie du personnage, ce serait trop long. Cette biographie, globalement, est assez bien connue, mais j'y reviendrai tout à l'heure, les trois Lamennais. Le Lamennais, qui est d'abord un des grands philosophes traditionalistes, avec comme emblème l'essai sur l'indifférence, publié en 1817. Le second Lamennais, autour du journal L'Avenir, qui est l'inventeur, si j'ose dire, du catholicisme libéral, sachant que l'expression est postérieure, tout comme d'ailleurs philosophie traditionnaliste. Et enfin, le troisième Lamennais, après 1834, et la publication des fameuses Paroles d'un croyant, qui est un petit peu plus difficile à classer. Je parlerai ici d'un Lamennais de tendance humanitaire, chrétienne, non dogmatique. C'est un petit peu compliqué, mais nous pourrons revenir sur ce point éventuellement. Donc, je ne vais pas faire ici l'esquisse de sa biographie, biographie d'un personnage complexe, très difficile à mettre en équation. Je vais choisir ici l'option, je pense, la plus difficile, qui est de restituer l'unité de l'homme, l'unité de l'œuvre, malgré ces évolutions radicales que je viens d'évoquer à l'instant. La ligne directrice du propos, à mon avis, si l'on veut essayer de comprendre Lamennais dans cette unité, s'il y a, on pourra en discuter. Cette ligne directrice, c'est le croire, le statut du croire dans une société d'opinion. Donc, ce n'est pas une biographie que je vous propose, mais plutôt une question, pourquoi une biographie finalement? Pourquoi une biographie de Lamennais? Et avant d'en arriver là, une première question en guise de préambule, comment une bibliographie de Lamennais? 2-3 mots très rapides de méthodologie. En effet, la biographie dont il est question se fonde sur aucune source inédite, quasiment pas de source d'archives, à moins de considérer que l'édition qui s'appelle sous le titre « La condamnation de Lamennais », l'édition des dossiers romains de la condamnation de 1832, ce sont bien des sources d'archives, mais publiées. De même pour la correspondance que Jacques-Olivier Boudon a évoquée en introduction. C'est une correspondance qui pourrait être une source d'archives, mais qui est publiée. Et en tout cas, ces sources ont déjà été utilisées. Donc, ce travail ne repose pas, je le dis, il repose sur, initialement, les biographies qui ont déjà été réalisées. Initialement, il s'agissait de faire une synthèse. En termes méthodologiques, j'aimerais faire 2 mots de réflexion sur cette question de la correspondance de Lamennais, qui, à mon sens, qui est 9 volumes, c'est une source formidable naturellement, mais qui, à mon sens, a fait un peu écran sur le personnage. Je veux dire par là que cette correspondance, qui a commencé à être publiée en fait dès la mort de Lamennais, il y a eu des successions de bribes de correspondance, et Louis Liu a fait une grande synthèse extrêmement utile, il va sans dire. Mais cette correspondance fait écran parce que beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur Lamennais, finalement, ont cherché à percer sa vie intérieure à travers cette correspondance, une approche que ici je qualifierais rapidement de psychologisante, qui a abouti finalement, me semble-t-il, à ce que l'œuvre et l'homme, ou plutôt à ce que l'homme écrase l'œuvre. C'est-à-dire la psychologie du personnage,
sa structure psychique en quelque sorte, a fait disparaître son œuvre. Donc, moi, j'ai proposé et je propose de revenir à l'œuvre. Je propose de revenir à l'œuvre, d'autant que sa célébrité de son vivant, Lamennais était très célèbre de son vivant, c'était quand même considéré comme un des premiers écrivains d'Europe. Cette célébrité, il ne la doit pas à sa correspondance naturellement, mais à son œuvre de son vivant. Donc, ce sont ici des réflexions extrêmement simples naturellement, mais je crois qu'elles sont nécessaires. Deuxième temps, je me suis rendu compte que la synthèse que je voulais faire initialement bloquait sur le troisième Lamennais, qui en fait a été souvent expédié, ignoré, enfin ignoré c'est peut-être beaucoup dire, mais expédié dans les biographies. Or, ce dernier Lamennais, c'est-à-dire le troisième, celui qui a quitté l'Église catholique, a connu un grand succès de son vivant. Ses ouvrages ont été chroniqués, très régulièrement dans les revues. D'ailleurs, on le chroniquait en frémissant, en pensant quel scandale encore allait-il produire. S'il y a des recensions, s'il y a des comptes rendus, on peut donc partir du postulat qu'il y a bien une actualité de Lamennais après 1834, après qu'il soit parti ou qu'il ait quitté l'Église. Alors, comment expliquer cet effacement historiographique? À mon avis, c'est très simple. C'est un homme, en fait, après 1834, Lamennais ne parle plus depuis une institution. Et il est évident que sa parole critique n'a plus la même portée. C'est un franc-tireur. À partir de 1834-37, on peut considérer qu'il est un franc-tireur. Il n'est pas isolé, mais il n'est plus la voix qui parle depuis et contre à l'intérieur d'une institution. Je pense que là, cela explique un petit peu cet effacement historiographique. Donc, en revenir à l'étude des œuvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement une biographie intellectuelle, tout simplement, en s'appuyant sur la réception de cette œuvre, qui invite à une sorte de décentrement biographique. En effet, la réception de l'œuvre permet de faire de Lamennais, je pense, un miroir de la période qu'il traverse, c'est-à-dire utiliser la réception de son œuvre, c'est ce que j'ai tâché de faire, pour prendre le pouls de la société. La façon dont on reçoit l'œuvre, dont on le critique, évidemment, donne, à mon avis, le pouls de la société. On peut quand même postuler que le propre d'un grand personnage historique, c'est qu'il n'incarne pas que lui-même, naturellement, mais qu'il incarne sa période. Alors, pourquoi une biographie? J'aimerais ici écarter d'emblée une question, celle de l'actualité de Lamennais. Cela n'a pas été la question initiale. Mais en revanche, ça l'a souvent été dans les biographies de Lamennais, qui sont autour, il y en a une cinquantaine de biographies depuis sa mort, sans compter les essais divers et variés. Bon, la biographie est immense. Et beaucoup de questionnements sur le personnage ont cherché à rétablir l'actualité du personnage. Alors, on arrive là à une série de propositions très contradictoires. Lamennais a été rangé parmi les socialistes, y compris par des biographes, je dirais, de l'école marxiste. Mais dans l'entre-deux-guerres, les radicaux socialistes en ont fait une référence pour une république sociale et populaire qui, précisément, ne soit pas marxiste. Lamennais aurait pu servir en quelque sorte de barrage au parti communiste et retrouver, du point de vue des républicains, un ancrage dans le monde ouvrier notamment. Lamennais est aussi celui qui aurait pu inventer ou qui aurait inventé les voies de réconciliation de l'Église avec le siècle. Mais, dans d'autres biographies, il est celui qui a révélé que l'Église était une force du passé. Est-il le précurseur du catholicisme social ou celui de la démocratie chrétienne? Est-ce que ces idées auraient triomphé, entre guillemets, avec Vatican II? Voilà autant d'options qui ont été proposées et qui, selon toute évidence, sont contradictoires. Est-ce qu'il anticipe la laïcité, puisqu'il a réclamé la séparation de l'Église et de l'État,
Ou au contraire, sa pensée, même républicaine, se caractérise-t-elle par un refus farouche de la sécularisation, ce qui est mon point de vue. Je ne vais pas continuer à faire ces listes de propositions contradictoires. Le personnage est un peu insaisissable. Il est bien un peu tout ça, il est bien un peu tout ce que l'on vient d'énumérer, mais il ne se résume pas dans une seule de ces propositions. En gros, ça dépend ce que chacun décide de regarder dans son œuvre. Chacun peut avoir son Lamennais. Chacun peut avoir son Lamennais, depuis le socialisme jusqu'à l'intransigeance catholique, le libéralisme catholique, donc tout un arc très large de positions. On peut aborder la question, je dirais, par une autre porte d'entrée. Pour faire simple, une question aussi assez, je dirais, assez basique, on connaît ce terme. Les solutions proposées par Lamennais ont toutes été un échec de son vivant. Ces prophéties ont été généralement démenties par la postérité. Alors là, on a encore un autre Lamennais, celui qui est en quelque sorte le témoin d'une nullité d'un processus historique, Lamennais frappé de caducité, et ses solutions sont celles de son temps. Et alors là, on se retrouve face à un personnage où domine l'altérité, plutôt l'altérité à la fois de ce qu'il a été et de son œuvre. Ce qui expliquerait d'ailleurs la difficulté de penser le personnage justement dans sa globalité. Alors, ce qui ne signifie pas, évidemment, que lire Lamennais est un exercice vain. J'ai passé quand même quelques années à le lire. Il serait malheureux d'en arriver à cette conclusion. J'ai revu il n'y a pas très longtemps, c'est par pur hasard, un long entretien de René Raymond, de plusieurs heures. Et il y a un petit chapitre sur Lamennais dans son discours. René Raymond est en quelque sorte entré dans l'histoire par Lamennais. Enfin, je ne suis pas sûr que l'expression soit un de ses premiers livres. Je crois que c'est même son premier livre, en 1948, porte sur Lamennais, la démocratie. Et sur les archives de l'INA, donc, on entend cette parole de René Raymond qui déclare de manière très calme, il y a du génie dans cet homme. C'est une phrase qui est très simple, mais qui me paraît assez juste. Il y a du génie dans cet homme. Effectivement, c'est un auteur qu'on ne fréquente pas impunément. Et si on s'attache non pas à son évolution et non pas à ses fracas à répétition, mais à ses analyses successives, je crois que là, on tient quelque chose. On tient effectivement ce qu'il y a du génie dans cet homme. Et donc, c'est sur ce point que je vais poursuivre. Faire une biographie de Lamennais, c'est réaliser une petite radiographie de son temps. L'avantage de cet auteur, il y en a peu à mon avis, c'est un auteur qui pense tout haut, si j'ose dire, ou qui écrit tout haut. Son œuvre, ses ouvrages sont des ouvrages de circonstance, des ouvrages de combat, mais des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de polémique. C'est un homme qui combat son temps, indiscutablement, il n'a cessé de combattre son temps. Dans ces trois périodes, c'est quand même une ligne de continuité, indiscutablement. Donc, des ouvrages de combat qui révèlent bien, je pense, non pas seulement la conception de la société, mais les débats de la société de son époque. Et je pense que c'est ainsi qu'il est possible d'aborder ce personnage. Il y a en lui le génie du 19e siècle, en quelque sorte. Le plus évident, bien sûr, c'est le parcours déjà évoqué, qui couvre le large spectre des sensibilités de l'époque. Ça, c'est clair. Ses contemporains en ont fait, et la postérité aussi d'ailleurs, c'est ça qui a fasciné. Ses contemporains, comme la postérité, en ont fait l'homme des ruptures. On peut essayer de déplacer l'interprétation et de prendre, finalement, il faut toujours, je pense, que l'historien accorde un peu de crédit au temps du passé, aux hommes passés, c'est-à-dire leur accorder un peu de crédibilité, un peu de sincérité. Et lorsque Lamennais déclare « je n'ai pas changé », c'est pas tout à fait ça, c'est pas la chanson célèbre, je n'ai pas changé, je me suis continué. Peut-être on peut partir sur cette base-là, lui faire crédit de sa sincérité. D'ailleurs, même ses ennemis n'ont jamais mis en cause sa sincérité. Alors, il faut d'abord dire quand même que les clivages que l'on projette souvent n'existaient pas du temps de Lamennais.
La guerre de France n'existait pas dans les années 1830-1840, la République laïque non plus, et moins encore le socialisme marxiste dans les années 1830-40, à toute fin des années 40. La carrière de Lamennais précède la constitution de ces clivages. Il contribue à l'établissement de ces clivages et justement, il les éclaire, à mon avis, pour l'historien. Alors, Lamennais devient un témoin des tensions et des indécisions de son époque, et ce qu'il a de tout à fait particulier, à mon avis, mais qui correspond à son temps, sauf que lui l'incarne de manière paroxystique, si j'ose dire, c'est que ce qu'il montre, c'est la possibilité de rupture qui ne soit pas des conversions. C'est ça, je me suis continué. Il a évolué considérablement, mais sans se convertir. Il est resté lui-même, ce qui laisse entendre qu'il y a véritablement, là, autour de quelques thèmes, des lignes de continuité qui permettent de changer de position sur l'arc idéologique et religieux, tout en restant fidèle, si l'on en croit, en tout cas ce qu'il dit, à ses convictions et à sa démarche. Alors, quels sont les thèmes, justement, qui forgent cette continuité? Il s'agit ici de poser de manière très succincte, naturellement, l'armature de son analyse, les masses stables de sa pensée qui débouchent certes sur des solutions différentes, c'est l'évolution déjà évoquée, mais qui interrogent en profondeur le statut de la croyance dans les sociétés modernes. Quelques points à retenir donc, de ces thèmes, de ces masses stables de sa pensée. Première chose, la croyance est le fondement de la société. La croyance, pas les croyances, hein, la croyance, la foi, organise les sociétés. La croyance est antérieure à l'édifice social. En gros, ce que cela signifie, c'est que tout consentement à un pouvoir temporel a besoin de crédibilité. Pour que ce pouvoir temporel s'exerce sans contrainte, il faut qu'il soit cru. Hein. Il faut donc un consentement. Ce consentement repose sur la croyance. Il ressort de cela que le magistère spirituel est supérieur au magistère temporel. Le magistère spirituel, c'est l'autorité qui permet la crédibilité. Deuxième masse stable, si j'ose dire, et qui découle de ce que je viens de dire, l'indifférence en matière religieuse est une folie. L'indifférence en matière religieuse équivaut à l'indifférence en matière politique et sociale, fatalement. Hein, cela découle de la première proposition. Et l'indifférence en matière politique et sociale signifie l'anarchie des esprits, ce qui évidemment n'est pas souhaitable. Troisième masse stable, le pouvoir spirituel est une autorité, certes, celle qui justifie l'ordre social et le consentement. Ça, c'est tout à fait clair. Mais l'autorité, le pouvoir spirituel n'est pas que cela pour Lamennais. Hein. Pour Lamennais, le pouvoir spirituel, c'est aussi une dignité de l'individu, une dignité de l'humanité. Le pouvoir spirituel est une force de résistance, la liberté de l'individu comme faculté spirituelle, telle est une des lignes directrices, à mon avis, de Lamennais. Cela signifie quoi? Cela signifie en fait que la foi, la spiritualité, le pouvoir spirituel qui se diffuse dans la société et que l'individu s'approprie, est un moyen de contrebalancer le pouvoir spirituel, de l'équilibrer. Quatrième élément, la foi ne se décrète pas. Les religions sont héritées. C'est une grande originalité, à mon sens, de Lamennais dans la galaxie des hétérodoxies romantiques. Il n'y a pas de nouvelle religion possible, selon lui. La religion de l'avenir, c'est le christianisme. J'aurais tendance à dire, la religion de l'avenir, c'est son christianisme. Ça, c'est autre chose. La religion, pour lui, est une série de dogmes reconnus universellement qui connaissent leur perfection dans le christianisme. C'est au fond de cela, il y a une analyse philosophique ou une doctrine philosophique qu'on appelle le sens commun, que lui-même a appelé le sens commun. Ce qui a été cru partout et toujours par tous les hommes est vrai. Vrai. On progresse dans l'histoire, cette vérité, elle se précise. Mais les dogmes, eux, restent immobiles, intemporels. On a fait souvent de cette doctrine du sens commun, finalement, l'erreur fatale de Lamennais. Elle est là, la doctrine du sens commun est là
deuxième volume d'Essais sur l'indifférence, 1820. On a fait la matrice de son erreur, c'est-à-dire son passage à la démocratie. Entre la doctrine sens commun et le suffrage universel, on voit une ligne directe. Le ver était dans le fruit. Ce n'est pas si simple que ça, car le sens commun, c'est aussi une doctrine de la non-révolution, du non-changement. Il s'agit de réaliser les virtualités construites par l'histoire, les promesses du christianisme qui se déploient dans la civilisation. Et en fait, ce que tentait, je pense, ici Lamennais avec cette idée de sens commun, c'est de concilier finalement le progrès et la tradition. Ce qui ressort de tout ça, et c'est le dernier élément de mon propos, ce qui ressort de tout ça, c'est que curieusement, me semble-t-il, Lamennais, finalement, nous rend le 19e siècle plus familier. Et là, on retombe peut-être sur des choses, l'actualité de Lamennais, je ne sais pas, je vous laisserai juge. En effet, son approche, les points durs qu'il révèle à partir des masses stables de sa pensée dont je parle à l'instant, les difficultés qu'il met à jour, ce sont les difficultés que soulève la modernité autour de quelques notions clés. J'en ai retenu ici 4. La première, le refus chez Lamennais, refus virulent, et jusqu'à sa mort en 1854, refus de la sécularisation, qui est conçue comme une force dissolvante, et même une force liberticide. Il ne s'oppose pas à la sécularisation dans l'ordre institutionnel, puisque, j'espère l'avoir suggéré, l'État n'est pas directeur de conscience. Mais par contre, la sécularisation du social et des aspirations communes, voilà quel est le danger que porte la sécularisation, c'est-à-dire un asservissement sans frein au pouvoir temporel, c'est la proposition contraire de celle que j'ai exposée tout à l'heure. La religion, pour Lamennais, est un foyer de résistance, là où on préférait à son époque, que la religion reste en fait une sorte de police des mœurs. Il fait passer d'un cran, en quelque sorte, les ambitions religieuses dans la société de son époque. Deuxième point de cette modernité, qui me paraît un peu plus familier, me semble-t-il, la dénonciation de l'individualisme. Individualisme comme signe d'une société atomisée en vouloirs individuels. Il s'agit clairement pour lui de la matrice du totalitarisme, c'est-à-dire la toute-puissance de l'État. Lamennais est fondamentalement un libéral. Toute sa vie, il va nourrir une grande défiance à l'égard de l'État, y compris sous la Seconde République, qu'il va pourtant défendre. Troisième élément de ces masses, en quelque sorte, enfin de ces éléments de modernité, le danger du matérialisme. Dans sa dimension sociale, pour lui, le matérialisme qu'il voit poindre, ce qui est assez, ce qui est assez fascinant dans le personnage, indiscutablement, c'est son intuition. C'est un intuitif. Il voit poindre le danger du matérialisme, corollaire en quelque sorte à l'individualisme. Il voit dans ce matérialisme l'humanité réduite à la satisfaction de son bien-être. Un matérialisme qui justifie l'asservissement des masses et la concurrence des appétits individuels. Bref, une nouvelle ère de l'humanité qu'il faut conjurer et qu'il va s'efforcer de conjurer durant toute son existence. Dernier point, et j'arrive sur la fin, je dépasse un tout petit peu, la volonté chez Lamennais, c'est aussi une des définitions effectivement de la modernité et que lui met bien en saillant, je trouve, la volonté de résoudre les tensions entre tradition, présent et avenir. Il a la conviction que le catholicisme, puis le christianisme, est synonyme de progrès, un progrès sans solution de continuité. Il porte la croyance dans une version laïque de la communion des saints, me semble-t-il, un humanitarisme profond sur fond d'unité, d'histoire spirituelle de l'humanité, et c'est là, sans doute, que Lamennais est le plus touchant. J'ajouterais, et c'est transition vers la conclusion, un dernier point dans cette définition de la modernité et qui fait un axe fort de sa pensée. La conscience. Cette conscience qui le travaille en permanence, qui est la conscience, ce sont évidemment la conscience, c'est les droits de l'individu. C'est un paradoxe apparemment
dans son propos. La conscience est un maître mot de sa correspondance et témoigne, à mon sens, d'une attitude moderne, entre guillemets, dans le sens de modernité. Un individu moderne, libre en droit, contraint de faire des choix dans un monde traversé d'aspirations contradictoires, un individu taraudé par les prescriptions de sa conscience, obligé de faire des choix en conscience. Voilà, je pense, un des éléments identitaires très forts de la pensée monésienne, qui explique en partie son parcours et qui le rend indiscutablement, pour le coup, pour nous, à la fois compréhensible et attachant. Alors, en guise de conclusion, qu'est-il resté de cette œuvre, au moins au XIXe siècle? C'est très difficile. Je pense que là, il faudrait avoir une discussion, des échanges. Il est clair qu'il a été influent, il est clair que dans les différentes phases de son œuvre, les différentes phases de son action se sont diffusées au fil du XIXe siècle, mais de façon ramifiée, puisqu'évidemment, il était strictement impossible, dans le catholicisme comme dans le socialisme, de se revendiquer de Lamennais, un homme beaucoup trop versatile, beaucoup trop changeant, beaucoup trop instable, comme l'est la modernité. Donc, pour conclure, sans doute une singulière postérité, c'est l'objet de l'épilogue du bouquin dont il est question ici. Une singulière postérité, et je finirai sur une citation d'Émile Poulain qui avait bien saisi le problème entre Lamennais et ses historiens, ou plutôt le problème entre ses historiens et Lamennais. Ce qu'il appelait l'obscure histoire affective de ces historiens avec Lamennais, une expression qui me paraît très juste. Et finalement, cette obscure histoire affective, elle me semble que c'est peut-être la seule chose qu'on peut expliquer là assez facilement dans la complexité du personnage. Cette obscure histoire affective, elle tient dans une citation de Lamennais, une citation qui est issue du Livre du Peuple de 1837, je suis d'un doute. Enfin bon, c'est à peu près ça. Une citation qui ouvre l'ouvrage et qui résume, à mon avis, le personnage et qui résume aussi l'obscure histoire affective dont on vient de parler, qui résume ce qu'a été Lamennais, cet entêté d'espérance, pour citer Barbet de Revilly. Je cite donc cette introduction au Livre du Peuple. Toutes choses ne sont pas en ce monde comme elles devraient être. Il y a trop de mots, et des mots trop grands. Ce n'est pas là ce que Dieu a voulu. Je pense que cette courte citation résume assez bien la passion et l'investissement dans Lamennais, aussi bien que sa personnalité. Ce n'est pas là ce que Dieu a voulu, tous ces mots. C'est simple, c'est beau, c'est un vaste programme, c'est un grand ouvrage, toujours à recommencer, me semble-t-il. Voilà peut-être une des clés de l'historiographie monésienne et de l'histoire affective, toujours répétée à propos de ce personnage. Voilà, je m'excuse, j'ai dépassé un tout petit peu. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette première approche de l'ouvrage dont tu es l'auteur. Et je vais tout de suite passer la parole en essayant de ne pas débrancher l'instrument que je tiens délicatement entre les mains. Et parce qu'une fois sur deux, ça se débranche, et puis après, on a pour une demi-heure pour remettre en place. Donc, je suis très heureux de passer la parole à Philippe Boutry, que je ne vais pas présenter, mais je vais quand même dire, toujours pour mes étudiants, que Philippe Boutry est professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qu'il a par ailleurs présidé pendant 5 ans. 4 ans. Et surtout, il a suivi, comme je le disais tout à l'heure en introduction, les premiers travaux de Sylvain Muhlbach, et je crois qu'il a été aussi un des premiers lecteurs de son Lamennais. Donc, je suis ravi qu'il puisse nous en parler, et je le remercie vivement d'avoir accepté de participer à cette séance. Bien, merci très vivement à Jacques-Olivier Boudon et à Martin Dumont pour leur invitation, dont je suis très heureux, à la fois parce qu'en effet, un lien très ancien me rattache à Sylvain Muhlbach, et puis parce qu'il me semble que son livre des presses universitaires de Rennes dans les collections de la Société d'histoire religieuse de la France est un livre important et qui mérite que chacun
y réfléchissent et le consultent. Alors en même temps, je suis très malheureux parce que entre la présentation de Jacques-Olivier Boudon et l'exposé, disons, assez magistral de l'auteur, beaucoup des choses que je voulais vous dire sont passées à la trappe. Donc, au fur et à mesure que j'écoutais, je barrais des éléments de ma propre intervention jusqu'à la citation finale de Lamennais que Sylvain vient de m'arracher de la bouche. Donc, mais elle est très belle, je la répéterai. On peut relire du Lamennais. Je voudrais rappeler donc d'abord qu'écrire une biographie de Lamennais est une gageure. Tant le personnage est complexe, tant il peut apparaître contradictoire. Et on a cité, Jacques-Olivier en particulier, la belle biographie intellectuelle de Jean Lebrun, Lamennais ou l'inquiétude de la liberté, bon, qui a une quarantaine d'années, mais qui reste un ouvrage important, ou les travaux d'Anne Philibert sur Lacordaire et Lamennais, la route de la Chênaie, qui est évidemment un des conflits majeurs de l'histoire religieuse française et qui va bien au-delà de la confrontation entre les deux individus que sont Lacordaire et Lamennais. Et puis, il a été rappelé le livre de Georges Routin, qui est assez intéressant, aussi comme symptôme de ce qu'on peut faire de Lamennais, à la fois comme prophète et comme actualité plus ou moins vérifiée de sa pensée dans la modernité. Il a aussi été rappelé, bien sûr, et c'est un classique, les trois Lamennais traditionnels, le Lamennais traditionnaliste, le Lamennais libéral et le Lamennais démocrate. Je n'y reviendrai pas, tout cela est bien connu et a été rappelé. Là où se situe la gageure de toute biographie de Lamennais, c'est bien sûr de pouvoir penser cette vie à la fois en termes de continuité, et Sylvain Milbach s'y est forcé tout à l'heure, mais aussi de rupture, car la continuité n'exclut pas la rupture, n'exclut pas les conflits, et il ne faudrait pas, en recherchant l'unité de l'homme, sacrifier aussi ces moments conflictuels, mais je ne crois pas que ce soit le cas dans ce livre. Le problème de la cohérence intellectuelle et le problème des contradictions politiques et religieuses. Il a été très souvent opposé à Lamennais sa propre pensée, ses propres déclarations. Et le scandale de Lamennais, c'est aussi ces propositions qui sont modifiées au fil de sa vie, qui n'est pas si longue. Il y a aussi la question, et Sylvain Milbach est revenu sur la fin, et elle me paraît tout à fait importante dès lors qu'on s'attache à une réflexion historiographique, et l'historiographie tient à la fin de ce livre une place absolument importante et nécessaire, la contradiction qu'il y a entre une mythologie de Lamennais, qui a été d'ailleurs renouvelée au moment du Concile Vatican II, il faudrait y revenir car c'est un point décisif, et l'histoire même de Lamennais. Il me semble qu'il y a eu, je ne sais pas si l'auteur en sera d'accord, mais en tout cas je me permets de le proposer, quatre axes dans les options qu'il a pris en tant que biographe de Lamennais. Certaines ont été dites, sur d'autres je voudrais insister davantage. Le premier axe, c'est d'opérer ce que l'auteur appelle lui-même une forme de décentrement biographique, en privilégiant, ça a été rappelé, les modalités de la réception de l'œuvre et de la pensée de Lamennais par rapport à des interrogations d'ordre psychologique, voire de mauvaise psychologie, car il y a beaucoup de mauvaise psychologie autour de Lamennais, aussi pathétique que généralement insoluble. Second axe, d'appréhender la question centrale de la confrontation à la modernité. Et la modernité, elle est double pour Lamennais, c'est la Révolution française et c'est l'émergence du libéralisme politique, social, économique au sein de la société française. Les convictions, les engagements, les revirements, les déchirements successifs de Lamennais face aux prescriptions de sa conscience, confrontés à cette modernité, sont évidemment essentiels. Et il était important, et il me semble que c'est l'un des grands mérites du livre, de ne jamais sacrifier à une perspective téléologique en direction du présent, mais de resituer Lamennais dans l'histoire qu'il a lui-même vécue et traversée.
Le troisième axe, me semble-t-il, du livre, cela a été de révéler à travers Lamennais, et je pense que Sylvain Milbach l'a dit beaucoup mieux que moi tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler une configuration politico-intellectuelle qui est absolument spécifique des années, disons, 1820-1850. La difficulté que nous avons avec Lamennais, c'est sans doute de retrouver cette configuration politico-intellectuelle qui est antérieure au socialisme, du moins au socialisme tel qu'il s'est mis en place à la fin du XIXe siècle, et qui est antérieure aussi à la République, d'une certaine manière, même si en 1848, j'y reviendrai, Lamennais tient toute sa place. En particulier autour de la notion absolument centrale dans le livre de pouvoir spirituel, et Jérôme Grondeux, je m'en souviens, avait beaucoup insisté sur cette notion de pouvoir spirituel qu'on retrouve également chez Victor Cousin, mais décliné d'une manière complètement différente. Il y a bien une autre pensée de la société et du lien de la société à la religion. Et puis le dernier point sur lequel j'insisterai également et qui est très présent dans le livre, c'est de restituer la part d'utopie qui réside dans la critique de la société de son temps au nom de la conciliation entre foi, raison et liberté. Cette part d'utopie, elle est inséparable de l'œuvre de Lamennais. Alors Sylvain Milbach était sans doute l'un des historiens contemporains les plus à même à relever ce défi. Jacques-Olivier Boudon l'a rappelé. Son premier livre sur prêtre historien et pèlerinage au diocèse de Dijon, publié en 2000, se confrontait avec l'idée d'une science catholique. Et cette question de la science catholique est de matrice monésienne, et pose évidemment le problème de savoir s'il y a une spécificité catholique de la science et de la vérité. C'est un problème qui a hanté Lamennais. Le second livre qu'il a publié, Les chers ennemis, l'Église, l'État et la liberté de l'enseignement secondaire, recoupe aussi un problème monésien central, celui d'une université catholique, c'était le projet de Gerbet, et aussi retrouve les anciens monésiens dispersés sur plusieurs lignes au sein de ce combat assez obscur des années 1840, auquel Sylvain Milbach a redonné une certaine cohérence et une certaine lumière. Et puis, il y a aussi un travail qui est moins connu en France, puisqu'il a été publié en anglais chez Brill à Leyde avec Richard Lebrun, Lamennais Believers Revolutionary Politics, qui est une anthologie des textes démocratiques de Lamennais dans les années 1830 et 1840, et qui, je crois, permettait de changer un peu de focale. Car le plan retenu pour le livre est un plan complètement nouveau dans une biographie de Lamennais. Il concentre considérablement en 45 pages le Lamennais des origines pour conduire à une analyse tout à fait remarquable de l'essai sur l'indifférence, mais il consacre une place essentielle d'abord au second Lamennais, ce Lamennais dit libéral, mais aussi à ce que Jean Lebrun appelait jadis le travail d'influence de Lamennais, qui est absolument conscient et explicite chez lui dans les années 1820, toute la série de réseaux, d'organisations qu'il met en place, et puis la question de la diffusion du journal L'Avenir, et enfin la question de l'affrontement, non seulement avec le magistère romain, mais on l'oublie souvent, avec l'autorité épiscopale et avec le pouvoir politique. Et puis enfin, cela a été dit, mais je le répète car c'est ce qui frappe le plus à la lecture de ce livre, la troisième partie, qui comprend également 140 pages, contient des développements particulièrement originaux, particulièrement approfondis sur le dernier Lamennais, ses reconfigurations intellectuelles et spirituelles, son opposition à la monarchie de Juillet, sa militance démocratique, ses controverses philosophiques et politiques, et jusqu'à l'élaboration d'une alternative politique démocratique à la faveur de la Révolution de 1848, mais aussi son échec.
Le livre de Sylvain Malbach accorde aussi, dans un puissant épilogue, une importance majeure à deux éléments, ce qu'il appelle penser avec Lamennais, qui est une tentative, je crois, très réussie de retrouver l'unité intellectuelle du personnage, mais aussi la question de la postérité insaisissable qui nous confronte avec le fait qu'on ne peut pas penser Lamennais sans les 150 ans d'historiographie et de bibliographie qui ont suivi sa mort et qui vont jusqu'à nos jours. Il me semble qu'avec ce livre, la figure et la stature de Lamennais ressortent profondément transformées. Je ne reviens pas sur la question des sources, mais je voudrais retenir à la fois au fil de ma lecture, mais pour la discussion qui va s'ouvrir, quelques lignes interprétatives qui me semblent importantes et neuves. D'abord, la relecture proprement philosophique de l'essai sur la différence qui est faite par Sylvain Milbach. Il met en évidence les fondements d'une critique de la raison individuelle, mais aussi la matrice anti-rousseauiste et anti-cartésienne de sa démonstration par le sens commun, par le consentement universel, sens commun et consentement universel qui constituent, on le sait, l'une des lignes directrices de l'unité de la pensée de Lamennais tout au long de son œuvre. Ce qui est intéressant avec l'essai, c'est que Lamennais rompt avec l'argumentaire utilitariste du XVIIIe siècle, que l'on retrouve certes dans les Lumières, mais qu'on retrouve également dans le catholicisme et dans l'apologétique catholique. Et de ce point de vue-là, cette rupture est essentielle, de même qu'il rompt avec une autre tendance de l'apologétique catholique, qui est le complotisme. Il rompt également parce que ça ne l'intéresse pas, alors qu'il est lui-même un être sensible et passionné, avec la religion du sentiment de Chateaubriand. Il y a bien là un déplacement de l'apologétique et Sylvain Milbach parle, je le cite, de cette anthropologie qui nouait révélation et loi sociale, Église et société, vérité et histoire de l'humanité, c'est-à-dire déjà ordre temporel et ordre spirituel. Il y a aussi, on l'aura compris, un écart sensible par rapport au libéralisme du 1er 19e siècle, où on lit déjà, dès l'essai, l'hostilité viscérale de Lamennais envers l'État comme pouvoir spirituel. Et en même temps, une difficulté à penser la pluralité des opinions au nom même de la tradition du genre humain, qui expliquera aussi ces difficultés avec le libéralisme individualiste de son temps. Pour ce qui concerne la période du catholicisme libéral, et Sylvain Milbach l'a rappelé, c'est une expression que Lamennais n'employait pas, auquel on a parfois tendance trop rapidement à assimiler les thèses de l'avenir, l'analyse est très nuancée. Et il y a notamment un parallèle entre la pensée de Lamennais et celle de Benjamin Constant, qui est d'un très grand intérêt en termes d'histoire des idées. Le livre de Sylvain Milbach souligne le caractère utopique, de tonalité prophétique et bientôt messianique de la chrétienté rêvée par Lamennais et ses collaborateurs. On pense par exemple à l'économie politique d'un Charles Decoux dans l'avenir. Il systématise aussi sa philosophie avec la distinction qu'il va maintenir par-delà 1834 entre l'ordre de la foi, qui relève du sens commun, et l'ordre de la conception, qui relève de la raison individuelle et qui passe bien sûr après l'ordre lié au sens commun. Ce qui va permettre à Lamennais d'articuler sa pensée dans une optique démocratique. Il y a aussi le rappel de ce qu'a été l'idée de science catholique, et François Laplanche et Claude Langlois en ont beaucoup parlé. Le livre de Sylvain Malbach insiste aussi sur le phénomène générationnel qui se noue autour de 1830. Et de ce point de vue-là, il y a bien une génération 1830 dans le catholicisme français. Il interroge aussi les modèles internationaux
le modèle belge, le modèle états-unien, le modèle polonais dans la lignée des travaux de Gaston Bordet, ainsi que cette idée très utopique de marche vers la liberté, de progrès de l'humanité qui est à l'horizon des années 1830 et 1840. Tout cela, me semble-t-il, interdit une analyse d'ordre psychologisant et tous ces développements bien connus sur l'orgueil de l'hérésiarque ou autres explications psychologiques de la rupture avec le magistère romain. Au contraire, ce sont les considérations sur le caractère civilisationnel de l'opposition de Lamennais à Rome qui sont développées. Et enfin, cette instance qui le rapproche des religions de la conscience du XIXe siècle sur justement cette instance de la conscience, cette désobéissance au nom de la conscience. Et de ce point de vue-là, l'analyse des paroles d'un croyant est proprement admirable. Mais je voudrais en venir, pour finir, à la troisième partie, car cette troisième partie, me semble-t-il, très neuve, très originale, donne sa pleine mesure pour la première fois dans une biographie de Lamennais aux 20 dernières années de la vie et de l'œuvre, et constitue l'originalité propre de la démonstration de l'auteur. Jamais, me semble-t-il, avec une pareille acuité dans l'analyse, avait été soulignée l'importance des derniers ouvrages de Lamennais, le livre du peuple, 1838, le livre du peuple, l'esquisse d'une philosophie, les discussions critiques, ce livre aussi au nom impossible, mais qui est absolument passionnant, Am Schapans et d'Arvand, de la société première et de ses lois ou de la religion, qui précède immédiatement la Révolution de 1948. De même, et Sylvain Milbach a le mérite de s'y attarder, la traduction commentée des évangiles par Lamennais, qui date de 1846. Ce sont des pans entiers de son œuvre qui sont portés à la connaissance du public et inscrits dans le mouvement intellectuel de la monarchie de Juillet, dans une perspective qui est à la fois critique, mais aussi discriminante par rapport à l'effervescence philosophique et religieuse des années 40, notamment à l'intérieur du mouvement démocratique. La continuité avec les fondements traditionnalistes de sa pensée, l'originalité de ses conceptions pour les notions de peuple, de progrès, de pouvoir spirituel, de religion, sont vivement accusées, ainsi que son opposition à l'économie politique libérale, au matérialisme, mais aussi à toutes les formes de l'hétérodoxie romantique qu'a pu étudier Paul Ménichou ou Frank Baumann, celle de Georges Sand, de L'Herminier ou de Leroux. Sa situation et son aura au sein du mouvement démocratique et républicain sont soulignées et Sylvain Milbach met aussi en évidence la présence de noyaux monésiens, comme ce noyau très extraordinaire à Neuvy-Saint-Sépulcre dans l'Indre, qui s'efforce de réunir les travailleurs de cette petite ville du Berry autour des idées monésiennes. Sylvain Milbach insiste aussi, à juste titre, sur la place de Lamennais, très originale, dans le groupe Démoxoc à l'Assemblée. Il est élu par 2 fois et en très bon rang comme représentant du département de la Seine. Ce n'est pas rien. Sa mort, enfin, fait sens en dehors des derniers sacrements de l'Église, avec son transfert dans la fosse commune et sous la surveillance de la police impériale. Il faut conclure et laisser ouverte la discussion. Il me semble que Sylvain Milbach nous offre la grande biographie de Lamennais qui manquait depuis 40 ans, qu'il a su repenser, mais aussi décentrer pour lui restituer, comme il l'a dit tout à l'heure, sa véritable place, à savoir celle de l'un des grands penseurs de l'histoire en train de s'écrire. Et bien évidemment, je voudrais conclure par un extrait de sa conclusion. Sylvain Milbach écrit « La portée utopique, si à vif dans l'œuvre et la vie de Lamennais, explique les recharges successives dont la postérité l'a investi. Mais l'histoire ne rétrograde pas, ni ne se répète à l'identique. Lamennais avait exploré un continent perdu. Lamennais s'est beaucoup trompé dans ses visions d'avenir. Plus que prophète, il fut un brouillon de la société contemporaine, écrit-il. Il se joua dans son existence une scène originelle,
Et cette scène, c'est bien sûr la Révolution française. Et c'est pourquoi le drame est bien la tonalité dominante de sa mémoire. Lamennais incarne l'individu moderne, libre en droit, contraint de faire des choix dans un monde traversé d'aspirations contradictoires, taraudé par les prescriptions de sa conscience. Mais la force de sa postérité, conclut Sylvain Milbach, ne se résume pas dans une méditation mélancolique à la Chateaubriand, et sans doute tient-elle en concentré dans la belle simplicité de l'introduction du livre du peuple. Et je vais relire, allez, la citation que Sylvain a déjà lue tout à l'heure et qui conclut son livre, parce qu'elle me semble absolument essentielle pour comprendre le personnage. Toutes choses ne sont pas en ce monde comme elles devraient être. Il y a trop de mots et des mots trop grands. Ce n'est pas là ce que Dieu a voulu. Merci beaucoup, Philippe, pour cette intervention. Est-ce que on avait prévu que éventuellement tu puisses répondre, si tant est qu'il y ait besoin de répondre? Voilà, c'est comme tu veux. Si tu veux dire 2 mots, sinon je passe au débat. Je peux dire des mots de remerciement déjà pour cette présentation. Je pense finalement, parce que je n'en ai pas parlé effectivement dans l'introduction, un des points essentiels sur lequel Philippe Boutry est revenu à plusieurs reprises et qui est effectivement clé, hein, c'est la notion d'utopie. L'utopie, je veux dire des choses de manière un peu brutale, hein, l'utopie, on la pense à gauche. Quand on pense au 19e siècle. Il se trouve qu'elle peut être à gauche, elle peut être à droite. Et il se trouve que Lamennais est un utopiste de droite et de gauche. Il est difficile aujourd'hui pour nous de comprendre, et autour de ce thème de l'utopie, à quel point l'avenir a pu être une utopie catholique pour le jeune clergé, notamment le bas clergé. Alors là, bon, c'est un peu un point obscur en termes de sociologie, parce qu'on n'a pas les abonnés, on ne connaît pas, on connaît le nombre à peu près, mais on ne connaît pas les abonnés de l'avenir. Et puis même connaître le 19e siècle, les abonnés ne suffit pas à connaître la diffusion d'un journal de toute manière. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi là un phénomène d'étrangeté, hein, par rapport aux approches un peu, comment dire, qui sont classiques et que nous avons intériorisées. Il y a des utopies qui ne sont pas nécessairement socialistes. C'est-à-dire, Lamennais n'était pas socialiste. Il a toujours dit qu'il n'était pas socialiste. Il ne voulait pas être socialiste pour des raisons du rapport à l'État, tout simplement. Enfin, la principale raison. Donc voilà, ce caractère utopique, je pense, effectivement, mérite d'être souligné. C'est peut-être aussi ce qui nous échappe un peu en lui. À chaque fois, cela recharge en quelque sorte sa mémoire et sa recharge historiographie, mais ça nous laisse aussi un peu, je dirais, comment dire, un peu étranger. Voilà. Merci pour ces 2 interventions. Donc, nous allons passer la parole, je vais passer la parole à l'auditoire pour revenir sur les différents éléments qu'on a abordés, sur la vie de Lamennais, sur sa pensée, son œuvre. Ah. Oui. Peut-être ouvrir le bal en quelque sorte. Uniquement, mais c'est une question vraiment ingénue, s'agissant du rapport de Lamennais, son anti-individualisme, combiné peut-être à son hostilité à l'État. Y a-t-il dans le corpus que vous avez pu explorer des références à David Quantum et à Caritas, aux 2 brefs de Piscis condamnant la constitution civile du clergé et disant que les droits de l'homme, c'est avant tout une liberté d'errer, une liberté de se tromper, faute d'horizon métaphysique et de guide en matière spirituelle. Et d'autre part, Lamennais dit-il quelque chose, fût-ce de manière indirecte ou détournée, de Hegel, puisque la présentation de l'État comme totalité synthétique se fait, me semble-t-il, en 1821 dans les principes fondamentaux de la philosophie du droit. Et selon la chronologie
de la pensée hegelienne en France, y a-t-il une possibilité pour les années 1830-1840, la réaction anti-étatique de l'année correspond aussi à un anti-hegelianisme? Question très ouverte. Oui. Mais... Alors, les deux se rejoignent à certains égards. Hein. Un des problèmes que permet parfois de résoudre un peu la correspondance, mais une des difficultés de lire Lamennais, c'est que les notes de bas de page, il ne connaît pas. Il ne cite personne, et même dans le texte, c'est très rare qu'il cite dans son texte. Ça arrive, mais c'est rare. Les seules notes de bas de page qu'il y a dans Lamennais, si on les regarde bien, ce sont des références aux Écritures. Alors du coup, pour Hegel, je me suis posé la question. C'est Hegel, c'est Kant, c'est un certain nombre... Voilà, quelle était sa base philosophique? Parce qu'il a été critiqué en philosophie pour être un autodidacte et en théologie pour être un autodidacte. Ce qui permet de disqualifier. On sait qu'il a beaucoup lu quand même, hein, notamment... Il a fait son apprentissage avec son frère dans la bibliothèque de son oncle, qui était fondée sur des saisies révolutionnaires, notamment, une partie. Donc là, il y avait Bergier, il y avait tout ce qu'il fallait. Et la bibliothèque personnelle de l'oncle, qui était c'était un homme des Lumières. Donc il y avait Voltaire, Rousseau. Après, pour les autres lectures, c'est très difficile. C'est très difficile de savoir. Il n'y a pas la bibliothèque de Lamennais, il n'y a pas d'inventaire, en fait. Il y a un inventaire qui a été fait, mais le problème, c'est ça, c'est en 1936, c'est quand il se fâche avec son frère. Et il se divise la bibliothèque. Donc, on n'a qu'une partie de l'inventaire, et dans cet inventaire, il n'y a quasiment pas d'ouvrage philosophique. Il y a un petit peu les Écossais. La philosophie écossaise est un petit peu représentée, Thomas Reid, bon. Mais guère, il faudrait que je revoie précisément. Il faudrait que je le revoie. Mais voilà, donc ces sources sont très difficiles à cerner, ce qui rend le personnage encore plus énigmatique, si j'ose dire. Et je répondrai à peu près la même chose sur les références à Quod aliquantum, où l'histoire de l'Église, Lamennais, c'est pas vraiment son truc. Pour ça, il a des petites mains, c'est Rohrbacher, il trouve. Il a vraiment une vision un peu pyramidante, si vous me passez cette expression. La précision n'est pas son domaine. La polémique sur le passé, moi, il m'avait semblé, j'arrête, Lamennais c'était une approche mythifiée du Moyen-Âge. C'est pas du tout, c'est très difficile de trouver dans ces textes. Donc le passé n'est pas... Voilà, il a une vision structurée du passé, mais qui ne rentre pas dans les détails de l'érudition. Son but, quand même, dans ses ouvrages, c'est de s'adresser au plus grand nombre. Alors évidemment, l'esquisse d'une philosophie, c'est 4 volumes, 8 pages, c'est pas vraiment le plus grand nombre. L'essai sur l'indifférence, c'est 5 volumes. Mais dans son livre, c'est quand même cela. Donc son propos est très épuré, au fond. Quand on le lit, à part quelques ouvrages où vraiment... C'est un propos très épuré où les références sont vraiment extrêmement rares et peu explicites. Et de là, on peut effectivement, c'est ce qui s'est passé dans l'historiographie, on peut tisser des réseaux. Parce qu'il y a évidemment des jeux de miroir, on peut penser à Hegel, on peut penser à d'autres influences, c'est absolument évident, c'est la même époque de toute manière. Mais d'ici à démontrer, c'est plus compliqué. Voilà, alors, il y a une réponse un peu érudite, on ne peut pas démontrer, mais les thèmes, effectivement, la philosophie allemande en 1821, Hegel en France, c'est un peu tôt, je pense, parce que c'est Cousin qui fait pénétrer Hegel, et c'est plutôt les années 30, je pense. Je pense, ça faudrait vérifier. Je pense que l'année 20, c'est un peu tôt. Oui. Juste un point d'information qui rejoint ce que vous venez de dire. On sait qu'en 1827, il se fait envoyer d'Allemagne des livres de philosophie, en particulier des frères Schlegel, pas de Hegel, des frères Schlegel. Oui. Et il le fait par l'intermédiaire de Joseph Dorting, qui est son disciple favori à l'époque, qui commence à déjà lui servir aussi de temps en temps de secrétaire. Et il reçoit ces livres à la Chênaie et il les lit et il les commente. Et il les commente parce que Joseph Dorting a pour père un immigré qui a passé qui a passé 10 ans de sa vie dans les armées du prince de Condé à Coblence et qui sait parfaitement l'allemand. Et j'ai une lettre chez moi où Lamennais, où Joseph Dorting dit pour les livres
en allemand. Lamennais connaît un peu l'allemand. Moi, je les connais aussi. Je connais aussi l'allemand très bien. Et simplement, Monsieur Lamennais se fera le styliste qui remettra ça en forme. Donc, il en a dans sa bibliothèque, même si on ne les a pas retrouvés. Il a des philosophes allemands qu'il a fait venir dès 1827. D'accord. Oui, Rémi. Oui, je voulais revenir sur une de vos affirmations que je croiserai avec les notes de lecture que j'avais prises sur votre ouvrage. Vous avez dit à un moment que Lamennais ne faisait pas d'ouvrage de polémique. Alors, je comprends bien ce que vous vouliez dire par là. Vous voulez dire qu'il y a toujours du fond chez lui. Il ne sacrifie pas non plus uniquement à la polémique. C'est peut-être un petit peu moins vrai, mais là, on touche aussi au paradoxe de l'homme, qui a aussi été un journaliste, qui sait très bien quand même quelles sont ses cibles. Et ce que j'avais vu quand même dans votre ouvrage et relevé, c'est qu'il y a quand même une stratégie de sa part. Par exemple, il laisse le mémorial attaquer certaines personnes, il en ménage d'autres aussi. Donc, il y a chez lui les deux. Hein. C'est un théoricien, c'est un homme qui est taraudé par sa conscience, c'est aussi quelqu'un qui a un grand sens de la publicité. C'est assez net, je trouve, dans son œuvre. Donc, voilà, c'était juste une remarque qu'on vous dit qui ne fait pas de polémique. Je pense avoir compris ce que vous vouliez dire, mais peut-être pour le préciser. Et l'autre question que je me posais, c'est que vous dites à un moment dans l'ouvrage qu'il y a une cohérence chez Lamennais, c'est net, chez ses adversaires aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les adversaires du sens commun n'ont jamais désarmé. Et une grande partie de sa condamnation par Rome, elle est due, et ça c'est le Guillou qui le montre bien, elle est quand même due à des raisons théologiques. Après, s'y ajoutent des considérations politiques, s'y ajoute le contexte particulier de l'Europe des années 1830. Est-ce que Lamennais n'est pas aussi, dans cette évolution que vous avez dessinée, dans ces différentes ruptures, le produit des oppositions qu'il a rencontrées et qui ont aussi construit sa pensée en grande partie? Question très très vaste, mais je vais vous la poser aussi. D'accord. Sur le premier aspect de votre intervention, je distinguerais, c'est ce que j'ai essayé de faire en fait, mais je pense qu'on se comprend parfaitement. J'essaie de faire la distinction entre polémique et combat. C'est un homme de combat. C'est un homme de combat, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, hein, il cible effectivement ses adversaires, c'est un stratège à certains égards, hein, comme l'étaient beaucoup les hommes, les publicistes de cette époque d'ailleurs. Hein. Donc, il est évident que c'est un homme de combat. Je disais qu'il n'était pas, il a fait des ouvrages de polémique, clairement, hein, dans les articles de l'Avenir. Bon, il y a quand même Le Pays et le gouvernement de 1840, il fait quand même 1 an de prison. Ça relève de la polémique quand même malgré tout, et il est clair quand on lit l'ouvrage, bon, je ne sais pas s'il cherchait à tâter de la paille du cachot, mais enfin bon, il faisait tout quand même, hein, visiblement pour passer dans le statut d'opposant, et c'est un écrit stratégique, polémique et de combat. Mais si on lit bien l'Avenir, il y a quand même quelques articles dans l'Avenir, je vous pousserais volontiers quand même à lire l'Avenir, je peux faire des choix de texte bien sûr dans son immense production, mais il y a quand même quelques articles de l'Avenir qui sont ébouriffants, et toujours la même technique. On commence par un point de polémique, un point de fait divers. On prend un débat, on attaque le gouvernement sur telle ou telle loi, sur tel ou tel aspect, et puis au fil de l'article, il n'est pas le seul, Lacordaire fait ça très bien. Au fil de l'article, on monte en quelque sorte en gamme. On monte en gamme pour arriver au niveau des principes, au niveau du combat. C'est en cela que je ferai un peu la différence. Et c'est quand même ce qu'il fait beaucoup. Il y a très peu d'attaques personnelles, à part contre Frayssinous, qui ne peut pas le sentir. Mais bon, là aussi, c'est stratégique, alors qu'il est ministre. Donc bon, là, il y a aussi... mais voilà, donc il y a bien sûr, c'est un grand polémiste. Hein. C'est un grand polémiste. Mais voilà, je peux faire cette différenciation un petit peu entre le combat et la polémique. La polémique sert véritablement à construire son système, ce qui permet de passer peut-être au deuxième élément de votre intervention. Oui, il est réactif, c'est-à-dire qu'il construit son système. C'est aussi ça qui est assez passionnant, hein, de voir comment son système, finalement, ne bouge jamais sur sa base, mais se précise en réactivité ou en réaction aux attaques. C'est le cas du sens commun, qu'on a beaucoup caricaturé, à mon avis. C'est immédiat, dès 1820, c'est les jésuites surtout, hein, qui, anti-cartésianisme et sens commun, ce sont les deux faces du même... et effectivement, ces ennemis ne l'ont jamais lâché là-dessus. Jamais.
Si bien, je dirais les choses ainsi, ils ont eu une partie de sa peau en 1832. Il y a quand même une cabale, sans être, je ne sais pas de compétition. Il y a une cabale, il y a quand même les traces, dans les archives romaines, on voit bien les pressions qui viennent d'une partie de l'épiscopat français, de Monseigneur d'Astros notamment. Donc en 1832, on condamne les idées politiques au fond. Rivos, c'est cela. On condamne les idées politiques. Et si on regarde bien le dossier, on se dit surtout, Rome aurait préféré ne pas intervenir, mais il y a une telle pression qu'on intervient, pression de Lamennais lui-même, en fait, c'est lui qui fait pression pour qu'il y ait une intervention, parce qu'il pense que l'intervention va lui être favorable. Mais ce n'est pas ça du tout. Et en fait, Rivos, c'est curieux, si vous voulez, parce que ça reste aujourd'hui dans l'histoire comme un des actes du tournant intransigeant, alors qu'en fait, moi, on peut l'inverser également, l'interprétation, en disant que c'est presque une volonté de pacification, en disant qu'il faut que le clergé de France cesse de se diviser. Donc, c'est un rappel à l'ordre ecclésiologique. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, et il y a en France un prêtre, mon concordataire, qui ne respecte pas la hiérarchie. Donc, on essaye de remettre ça. Le nom n'est pas cité, il faut le savoir. Tout le monde le sait, en 1832, le nom de Lamennais n'est pas cité dans la condamnation. Il n'y a pas de nom, ce n'est pas nominal. Et pour poursuivre donc sur votre question, là, en 1834, ses adversaires ont sa peau. Parce que la deuxième condamnation, celle qui porte, Singularunos, qui porte sur les paroles d'un croyant, est de nature philosophique. Et c'est le sens commun qui est condamné. De manière un peu, pas extrêmement directe, mais c'est bien une condamnation philosophique. Et il est clair que 1834, qui signe le départ de Lamennais de l'Église catholique, est aussi ce qui signe la fin d'un débat qui a commencé en 1820, 1817, 1820, le fin d'une opposition où il est battu. Il est battu en partie à cause de lui-même, je pense, de son obstination, en quelque sorte. Donc, 1834 est bien une victoire, évidemment, du clan jésuite, notamment, des partis jésuites, mais pas seulement. Jésuites et gallicans, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Les alliances adversaires sont ainsi faites. Donc voilà, et c'est vrai que je pense que sa pensée se construit dialectiquement face à l'adversaire. Et donc, tout à l'heure, c'était caricatural un petit peu, de présenter les choses comme celles, des points fixes, en quelque sorte, pour un personnage qui varie beaucoup, mais en fait, sa pensée, effectivement, est toujours réactive et en réaction, comme on disait tout à l'heure. Nous sommes d'accord. Oui. Parlez un peu plus fort. Excusez-moi, peut-être que ma question, moi, ce sera un péché d'ignorance. Voilà. Mais vous avez beaucoup parlé de l'amener sous l'angle du libéralisme, du catholicisme libéral, et en même temps, vous avez parlé d'un anti-individualisme, et j'aimerais savoir comment ça s'articule dans sa pensée. Oui, parce que je pense que ce que vous voulez dire, c'est que le libéralisme, enfin l'antilibéralisme est contradictoire avec l'anti-individualisme. C'est ça que vous voulez dire? Je n'en sais pas grand-chose, en tout cas pour vous, donc je ne vais pas vous donner une direction, mais pour moi, ça m'a l'air un peu, ça se mixe mal, anti-individualisme et en même temps libéralisme. Donc, il y a deux choses, en fait. Le libéralisme tel que Lamennais l'entend et tel qu'il faut l'entendre, puisque nous parlons de lui, c'est un libéralisme politique. Ce sont les libertés de 89, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de culte, de conscience, etc. etc. Ce sont, c'est des libertés purement institutionnelles ou politiques, si vous voulez. C'est vraiment la base du libéralisme. Son refus de l'individualisme, c'est une dimension sociale. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Dimension sociale, l'individualisme détruit le lien social. Il y a les libertés politiques et il y a cette question d'individualisme qui ne relève pas en tant que tel du politique, mais qui a plutôt dans son esprit, quand il condamne l'individualisme, c'est ça, c'est un mal social, si vous voulez. On joue pas sur le même, on n'est pas dans le même registre. On n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même registre. Lui, il fait bien cette différence. Il est absolument convaincu, peut-être pour pousser un petit peu la chose, lorsqu'il réclame la liberté de la presse, c'est pour une raison unique, c'est qu'il pense qu'il a raison. Et que le débat, il en sortira vainqueur. Il en est persuadé. Il est persuadé que le catholicisme, c'est la vérité. Donc, il est amené à triompher. Et lorsqu'il passe au libéralisme, l'idée, c'est de se servir des libertés institutionnelles pour pouvoir
réinjecter ou réintégrer le catholicisme comme forme dominante dans la société, hein, comme forme hégémonique, ou même, enfin, hégémonique, c'est pas comme forme reconnue, comme je disais tout à l'heure, retrouver un consentement à l'égard de l'autorité catholique. La liberté institutionnelle est utile pour cela, mais dans le but de retrouver l'unité. Vous voyez, hein, la pluralité, je pense que je ne vais pas citer ça, mais la pluralité de la société, mais comme beaucoup de penseurs de cette époque, la pluralité de la société est l'expression d'un mal, le symptôme, hein, d'un mal social. Et beaucoup des penseurs de cette période, entre 1820, 1830, 1860, ont toujours projeté des systèmes qui permettaient de rétablir l'unanimité. Et donc ne pas reconnaître la pluralité qui est un mal, qui est un symptôme d'un mal social. Autre intervention? Oui, Guillaume. Une question sur le. Tu as dit tout à l'heure que le dernier Lamennais considérait encore le christianisme comme l'avenir de la religion de la chrétien. À certains égards, et c'est la question que je me pose, c'est jusqu'à quel point considérait-il encore comme chrétien à droite, et de quelle nature était son christianisme? Comme on dit, il avait cessé d'être le catholique libéral de l'avenir. Était-il encore une espèce de théologien de la libération de Parole Croyant en 1854, ou est-ce qu'en 1800, au début des années 1850, jusqu'à quel point avait-il évolué par rapport à Parole Croyant? Est-ce qu'il était encore dans cette ligne-là, ou est-ce qu'il avait été plus loin, est-ce qu'il avait cessé de se considérer comme chrétien? Je pense à un article que tu connais de Renan, John Renan, un article assez extraordinaire sur Lamennais, et Renan qui s'apprête à rompre publiquement avec le christianisme, qui pourrait prévenir des malentendus, explique que Lamennais a rompu avec le christianisme pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons politiques, alors que lui s'apprête à rompre pour de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons de fond. Et c'est vrai que l'intérêt de ce livre, c'est ce dernier Lamennais que tu as lu, qui est un peu illisible d'ailleurs, c'est pour ça que je lis plutôt par la correspondance en général, parce que, mais voilà. Est-ce qu'il est encore chrétien dans la dernière ligne? Alors, c'est compliqué parce qu'il ne dogmatise pas, hein, naturellement. En fait, il relève son christianisme relève du Christ de Bauman, un peu, hein, donc une espèce de christocentrisme. Hein, le Christ incarne le peuple, en fait. C'est une des matrices de la pensée de 48 armes, hein, comme tu le sais bien. Après, moi, ce qui m'a un petit peu, il y a des choses qui m'étonnent, quand même, hein, franchement, hein, chez Lamennais. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans le bouquin, je ne me rappelle plus, mais par exemple, ça rejoint bien ta question. Hein, parce que quand même, on peut se dire, voilà, il est au bout du chemin, hein, comme tu dis. Hein, il est au bout du chemin en 1854. Ce qu'on ne fait pas, bon, pourquoi pas. Hein, mais surtout, à aucun moment dans les dernières années, il ne parle du salut. Donc, si on remonte le fil, il ne parle jamais quasiment du salut individuel. Son système est fondé sur la cité terrestre, en fait. Hein. C'est un salut collectif dans la société, et ça, j'ai le sentiment que c'est le cas des laissés sur l'indifférence, quasiment. Hein, il parle très, très peu de cela. Alors là, il faudrait sans doute se pencher pour avoir une réponse un peu précise, et jusqu'à la fin. Et là, je n'ai pas tout lu, hein. Il y a des choses quand même, je sais pas, un peu c'est comme ça. Hein. Là, il y a peut-être un sujet qui est intéressant, c'est sur le rôle ou la qualité de directeur spirituel des femmes qu'on lui a donné. Enfin, on ne lui a pas donné les femmes, c'est le rôle qu'on lui a donné. Hein. Et là, il y aurait sans doute quelque chose à faire, parce qu'il y a plusieurs correspondances, correspondances sur une assez longue durée, et peut-être que là, il y a quelque chose de plus précis, je dirais, sur son contenu de christianisme jusqu'à la fin. Il reste un directeur spirituel encore à la fin. Hein. Il y a même quelques lettres de Sand, hein, de Georges Sand, qui sont formidables. Cher maître, bon, vous m'avez fait découvrir le retour, le plaisir du retour vers la religion, la piété, la prière. Donc il y a bien quelque chose comme ça. Moi, je suis un peu étonné. Voilà, les fins dernières et l'au-delà, c'est quand même très manquant, hein, chez Lamennais. Hein, c'est très, très manquant. Du péché originel, il ne reste plus rien.
À la fin des années 30, il ne reste plus rien. Là, ce sont les discussions critiques évoquées tout à l'heure par Philippe Boutry en 1840 ou 41, je suis en problème de date, mais à un an près. Il publie un bouquin qui s'appelle « Les discussions critiques ». C'est passionnant, qui a été réédité par Louis Le Guillou dans une version plus complète d'après les manuscrits, donc c'est celle-ci que j'ai utilisée, qu'il faut utiliser. C'est une sorte de carnet de route entre les paroles d'un croyant, 34, et la fin des années 30. Bon, en fait, c'est 34-37. Et c'est son carnet de route où il note ses idées. Et là, tu peux approcher véritablement son christianisme à ce moment-là. Ce n'est pas la fin, c'est le moment où il bascule. Et où tu vois quand même tout pète. Tous les dogmes, les uns après les autres. Il commence par le péché originel, et puis après, c'est un jeu de domino. Donc, son christianisme, à la fin, je ne sais pas trop ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, sans doute, c'est pour lui, je pense, c'est le progrès dans l'histoire, ça c'est certain, et sans doute une forme d'émotion religieuse liée au Christ, véritablement, à la figure du Christ. Voilà. Je ne sais pas si... Voilà. Je ne sais pas quel dogme du catholicisme reste à la fin, il ne reste plus, je pense. Et maintenant, la nature de son christianisme, c'est quand même un peu évaporé. Pas difficile à saisir, je veux dire. On parle surtout du social, plus que de la religion en tant que telle. Et il fait en référence permanente aux évangiles et aux textes, mais il ne s'explique pas, en fait, sur le fond de ses croyances. Oui. Est-ce que la monnaie s'est penchée sur les documents de l'Empire, étant donné que ce dernier a proclamé pour la première fois l'expression à la santé? C'est de l'amourette, c'est ça, l'amourette, oui. Pas à ma connaissance. Mais dans la correspondance, vous avez un index. Donc, il faut regarder dans l'index. Dans les œuvres, par contre, il n'y a pas d'index. Alors là, il faut tout lire. Voilà. Il faut tout lire. Non, je ne pense pas. Comme je disais tout à l'heure, il fait très peu référence, en fait, aux événements historiques. Ils se font très peu, en fait, dans l'histoire. C'est un penseur, c'est un rêveur. Moi, je voulais revenir sur une question qu'on a déjà abordée, mais à propos de la correspondance en particulier, il est quand même très dur. Tu disais tout à l'heure que c'est une source qui permet de faire un portrait psychologique du personnage, mais ça permet aussi de voir l'homme de combat. Je pense par exemple, d'abord c'est ce premier exemple qui me vient à l'esprit, en 1817, lorsqu'il critique très vertement le choix des évêques fait par le gouvernement de Louis XVIII. Quand je disais qu'il est très dur, c'est un euphémisme. Il est extrêmement violent à l'égard d'un certain nombre de personnages. Et je pense d'ailleurs qu'il le sera aussi au début de la monarchie de Juillet, au début de 1830, après les premiers choix de la monarchie de Juillet. Et je crois que ça a dû beaucoup compter dans la tension, dans le conflit qu'il oppose à l'épiscopat et inversement, parce que ces évêques sont aussi des hommes et se rappellent, la plupart ont quand même exercé leur épiscopat, se rappellent sans doute qu'il n'a pas toujours été très tendre, parce qu'évidemment, même si sa correspondance n'est pas publique, ses propos sont sans doute rapportés, et de ce point de vue, l'influence de la correspondance, d'autant plus qu'il a énormément de correspondants, a sans doute été dès son vivant, relativement développé. Je ne sais pas ce que tu en penses, pour expliquer finalement ce rapport très conflictuel avec l'épiscopat, qui est une constante. On évoquait Dastros tout à l'heure. Dastros fait partie de cette génération. Effectivement, les relations avec l'épiscopat sont extrêmement compliquées, et dès le départ, en effet. Moi, j'ai souvenir d'une citation, mais c'est de mémoire, donc les mots ne sont peut-être pas exacts, mais quand il parle de l'épiscopat français, il écrit à un moment, quand ce ne sont pas des incompétents, ce sont des imbéciles. Évidemment, ça commence mal. C'est pas très ouvert en termes de discussion. Voilà, donc ça, il l'écrit dans sa correspondance, mais effectivement, sa correspondance est colportée, évidemment. Et notamment, ça sert beaucoup à sa condamnation en 1832. On colporte jusqu'à Rome ce genre de... Il y a les lettres, Dastros,
hein. Il y a aussi le nonce en France, dont le nom m'échappe, Garibaldi, hein, Monseigneur Garibaldi, je crois, hein, qui était l'internos, voilà, l'internos de Monarchie juillet, qui après, évidemment, est rapatrié sur Rome et qui a connu Lamennais, hein, en direct, et qui dit, hein, que ce que rêve Lamennais, c'est de mettre l'épiscopat au pas. Alors, bon, c'est beaucoup quand même, là, c'est peut-être un peu excessif. Mais oui, les relations sont extrêmement mauvaises et je pense qu'il était très imprudent dans sa correspondance. Voilà, pas de psychologie. Mais enfin, quand même, justement, du point de vue de cette correspondance, personnage quand même assez intéressant par sa naïveté, en fait, quand même. En 1932, à Rome, hein, il écrit pour déblatérer notamment sur l'épiscopat, mais pas seulement, sur le pape lui-même. Il écrit, toutes ses lettres sont saisies par les autorités autrichiennes, ouvertes et renvoyées à la curie, quand même. Il est quand même très imprudent. Très, très imprudent et un peu naïf. Donc, effectivement, Non, mais il est sûr d'avoir la vérité, donc, oui, finalement. Oui. Donc, sa correspondance lui a nui de ce point de vue-là. Je te rejoins tout à fait. Est-ce qu'il y a encore l'autre intervention? Oui. Oui, à travers la question du progrès dans l'histoire et puis d'une vision finalement très sociale de la religion, et quels sont les liens qu'on peut faire ou qu'il y a eu avec des pensées qui, pour le coup, sont contemporaines, du saint-simonisme et du positivisme? Oui, il y a des dialogues. Il y a eu des dialogues. Il y a eu des dialogues indiscutablement. Il devait aller suivre les cours de Comte, par exemple. Hein. Je crois que c'est à la toute fin des années 20. Bon, il n'y est pas allé pour des raisons, bon, là, peu importe, personnelles. Il devait retourner en Bretagne, bon, peu importe. Mais il y a des contacts. Avec les Saint-Simoniens aussi, hein, il a côtoyé, il a échangé avec Leroux notamment. Après, c'est sorti du saint-simonisme stricto sensu. Il a été en contact. Avec le père Enfantin aussi. Alors là, c'est un autre calibre, si j'ose dire. Donc, il est en contact avec ces hommes, mais c'est plutôt ces hommes qui sont en contact avec lui. C'est eux qui lui écrivent. Il répond toujours relativement aimablement. Et dans les lettres qu'il écrit aux autres à leur propos, là, par contre, c'est du niveau de l'épiscopat. Ce sont des bons à rien. Hein, ce sont des bons à rien. Ce sont des doux rêveurs, parce que lui n'est pas un doux rêveur, naturellement. Hein, ce sont des doux rêveurs. Et en fait, ce qui le sépare fondamentalement dès la fin de la Restauration et tout au long de la monarchie de Juillet, et encore sous la Seconde République, hein, ce qui le sépare de ces hommes, c'est que ces hommes, la base du dialogue, c'est quoi? C'est une nouvelle religion, finalement, hein, un nouvel ordre social fondé sur une nouvelle norme de croyance. Ils ne croient pas la possibilité de nouvelles religions. C'est pour cela, les lettres les plus claires, ce sont celles à Pierre Leroux et à Mazzini, où là, il est très clair. Et Mazzini, bon, c'est pareil, il a une religion chrétienne qui est assez particulière, hein, qui est parfaitement hétérodoxe, naturellement. Et c'est le même dialogue qu'il a un peu avec eux. Hein. Il pense encore à la fin que son christianisme est orthodoxe et que le leur ne l'est pas, sur une simple idée. Le christianisme de Mazzini, le Roux, lui, c'est une autre religion. Donc, pas de religion nouvelle, et le christianisme de Mazzini, c'est un christianisme révolutionnaire. Et Lamennais n'est pas un révolutionnaire. Hein. On lui a fait une très mauvaise réputation parce que c'est un homme qui est violent par la plume, parfois. Ce n'est pas un révolutionnaire du tout. Ce n'est pas du tout un révolutionnaire. Son christianisme est un christianisme qui doit pacifier la société, hein, et pas le Christ des sans-culottes, hein, ou le Christ des barricades. Donc voilà, ce qui le sépare, c'est vraiment ça, hein, je pense. Mais il est en relation. L'influence sur lui, je pense, était très faible. À mon avis, très, très faible. D'abord, je voulais vous remercier pour votre livre qui vraiment est très, très intéressant et qui, je suis convaincu, sera un outil de travail sur cette période-là. Mais ce qui m'a frappé, c'est avant la lecture de votre ouvrage, Lamennais passait pour moi pour avait triomphé. Jusqu'au Concile Vatican II, je me souviens de publications où on disait Vatican II, c'est le triomphe de Lamennais. Et en terminant votre livre, les
effet inverse, en fait. J'ai eu l'impression que vous avez plombé un peu l'ambiance. Enfin, le mot échec apparaît de manière très forte, je trouve, sous votre plume. Et du coup, ma question est la suivante. Comment faites-vous pour reconnaître qu'il y a une postérité de Lamennais, il y a une vraie postérité de Lamennais, longue, puissante jusqu'à aujourd'hui, et en même temps terminer votre conclusion qui vraiment plombe l'ambiance en disant que c'est un échec? Oui, c'est un peu paradoxal, mais c'est le personnage est paradoxal. C'est un échec parce que, en fait, qu'est-ce qu'il reste, mais peut-être Philippe Boutry complétera ou me contredira, qu'est-ce qu'il reste notamment dans les années 60? Qu'est-ce qu'il reste là on ne parle plus du dernier Lamennais, mais des deux premiers catholiques. Qu'est-ce qui reste dans le catholicisme de Lamennais? Moi, il reste, à mon sens, un traumatisme fondateur. C'est-à-dire qu'en 1832, ça s'est quand même mal passé, qu'après, ça devient très difficile de revenir sur la situation, et que de ce point de vue-là, son legs est le legs d'un traumatisme, en plus qu'on ne peut même plus revendiquer, puisqu'il est sorti ensuite de l'Église. Il a fait condamner les libertés, et par sa sortie de l'Église, il condamne lui-même les libertés. Alors comme héritage, c'est assez dur à gérer. Il reste néanmoins, pour Vatican II, parce que j'ai regardé un petit peu, bon, je ne sais pas vraiment, voilà, la postérité, c'est presque un autre travail, en fait. Il faudrait les pister. Alors, je me suis efforcé de le faire un petit peu quand même pour poser quelques. Mais lors de Vatican II, j'ai trouvé une fois, mais il y a peut-être d'autres citations. J'ai trouvé une fois cité Lamennais, aussi mes souvenirs sont bons, c'est l'évêque de Bhopal qui intervient. Je ne sais plus dans quel exactement quel contexte, il faudrait regarder. Je le cite, je crois, dans l'épilogue. Et Lamennais apparaît, il apparaît à côté de deux noms. Il y a Galilée et un troisième. Et le sens du discours, de l'intervention de l'évêque, c'est de dire on ne va pas recommencer comme avec Galilée, Lamennais, et il m'en manque un qui devra me venir naturellement. Donc voilà, et on voit bien que là, il y a quelque chose. Ce qui reste, c'est quand même le traumatisme fondateur. Voilà, on ne peut plus le prendre. Le catholicisme ne peut plus le prendre comme modèle. C'est pas possible. D'autant que ses contemporains se sont évertués à dire, comme on disait tout à l'heure, mais le ver était dans le fruit. Il a quitté le catholicisme parce qu'en fait, dès le début, il y avait un truc qui n'allait pas. Ouais, ils ont mis longtemps sans l'apercevoir quand même. Ils ont mis 20 ans à voir qu'il était, en fait, que le ver était dans le fruit. Mais vous voyez, donc c'est de ce point de vue-là que je dis la postérité. Maintenant, il y a d'autres formes de postérité. Je veux dire, on peut se servir, c'est ça aussi l'histoire, on peut se servir d'un personnage historique en le nettoyant un petit peu, comme tremplin pour de nouvelles idées, ça c'est tout à fait possible. On peut utiliser le passé de ce point de vue-là. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas mort. La preuve, d'ailleurs, des livres sont encore écrits à son propos. Vous voyez, mais c'est plus, je dirais pas une instrumentalisation, mais c'est plus un usage de Lamennais que véritablement ses idées. Autre intervention, Philippe? Oui, un peu à contre-temps. Un des rares moments où Lamennais est prophète, c'est lorsque dans l'avenir, il préconise la séparation de l'Église et de l'État. Et dans son espèce de généalogie de l'idée de séparation au XIXe siècle, Jacqueline Alouette le montre très bien. Il y a Vinet du côté du protestantisme libéral dès 1826 qui parle de séparation, et ensuite Lamennais. On est vraiment dans la même conjoncture chronologique. En même temps, la pensée de Vinet et celle de Lamennais n'ont pas grand-chose en commun. Lamennais se caractérise par un antiprotestantisme viscéral qu'il ne quittera jamais, même après avoir quitté l'Église catholique. Et d'autre part, il maintient l'idée de pouvoir spirituel qui, d'une certaine manière, ne correspond pas du tout à une idée libérale de la séparation de l'Église et de l'État, qui, il est vrai, aura beaucoup de mal à faire jour, à prendre consistance dans le cours du XIXe siècle. Donc, je voulais revenir là-dessus, prophète ou non de la séparation.
Oui, dans le fait, il l'énonce clairement, quand même. Donc, de ce point de vue-là, c'est un prophète, mais comme tu l'as dit, ce n'est pas la séparation telle qu'il la voyait, en fait. Non. C'est presque la séparation telle qu'elle sera perçue par le catholicisme à partir de l'entre-deux-guerres, hein, c'est-à-dire comme une liberté pour l'Église. Là, de ce point de vue-là, il voit la chose comme ça. Hein. Mais il ne la voit pas comme mesure de contrainte, évidemment. Il s'agit, en fait, tout ça plonge dans sa pensée profonde sur le gallicanisme, hein, qui structure, en fait, son approche, je pense. Hein. Sa pensée sur le gallicanisme qui, voilà, pourquoi au début il soutient la monarchie, pourquoi il passe au catholicisme libéral. L'équation est très claire pour lui. La monarchie est morte, elle va tomber, elle va entrer le catholicisme avec lui. Donc, je passe au catholicisme libéral. Hein. Et la séparation de l'Église et de l'État, c'est bien la poursuite de cette réflexion. Libérer l'Église des entraves et des contraintes, hein, politiques et institutionnelles. Avec, ça, c'est la première étage de la fusée, hein, qui est purement institutionnelle. Et le deuxième étage, comme souvent, avec lui, qui est plus, je dirais, idéaliste, ou plutôt, oui, idéaliste. Il s'agit également de restituer à l'Église sa pauvreté, ça c'est clairement dit dans l'avenir, hein. Détacher l'Église de l'État, ça veut dire quoi? Bah oui, Lacordaire fait un très bel article, c'est Lacordaire qui fait l'article, et qui explique, bah oui, chers confrères, chers prêtres, vous ne serez plus payés, vous n'aurez plus d'argent, c'est pas grave. Vous retournerez au peuple. Hein. Là, on est vraiment dans l'utopie. Hein, dans l'utopie catholique, qui est celui d'une reconquête. La séparation, c'est un des moyens de reconquête de la société par le catholicisme qui ne serait plus discrédité, en quelque sorte, par ses attaches avec les pouvoirs temporels. Hein. Donc là, il y a à la fois une sorte de prophétisme dans les faits et d'utopisme sur le fond, hein, comme toujours. Hein. Il y a encore une intervention? Bien, je crois que nous allons clore ce débat. Je remercie très vivement Sylvain Milbach d'être venu nous présenter son livre, Philippe Boutry d'avoir dialogué, vous-même d'être venu et d'avoir participé à cette rencontre. Et je vais peut-être céder la parole à Martin Dumont, s'il a une annonce à nous faire. J'en ai une peut-être avant, puisqu'on a évoqué Jacqueline Lalouette, je fais un peu de publicité. Le Centre d'histoire du 19e siècle, que j'ai le plaisir de co-diriger, organise régulièrement des rencontres avec des historiens qui ont marqué l'historiographie du 19e siècle. Après avoir reçu Alain Corbin, Antoine Pro, Michel Perrault, le Centre reçoit le 6 avril prochain à 19 h Jacqueline Lalouette, précisément, dont il a été question, et qui dialoguera avec Philippe Boutry. Donc, vous êtes les bienvenus. Il suffit d'envoyer un petit message à Centre d'histoire du 19e siècle. Je n'ai pas le mail en tête, mais si vous êtes intéressé, vous trouverez, puisque vous êtes habitué à faire de la recherche. Voilà. Je cède la parole à Martin Dumont. Bon, je simplement vous remercier d'avoir été aussi nombreux à venir ce soir. J'espère que ça vous a intéressé. Et donc, c'était une séance, je me réjouis que ce soit tenu en commun avec le séminaire de Jacques-Olivier Boudon. Et donc, nous retrouverons, enfin, en tout cas pour les séances de l'IRF, il n'y aura pas de séance au mois d'avril. La prochaine est le 16 mai. Ce sera autour de la biographie de Pissette, qui est publiée aux éditions Perrin par Jean-Marc Tiki. La biographie n'est pas encore sortie, ça sort le mois prochain. Et donc, ce sera dans la salle des actes, donc dans les lieux locaux, enfin dans les locaux historiques de la Sorbonne. Voilà, le 16 mai, 18h-20h. Voilà, donc je vous envoie une invitation. J'espère vous retrouver. Voilà, bonne soirée à tous. Voilà un petit cadeau pour vous. Vous trouverez beaucoup de choses sur la même dent. Ah, c'est gentil. Parce que, comme vous l'avez dit plusieurs fois dans votre bouquin, Nortig a été un des disciples favoris jusqu'au bout. C'est sûr. Il a aussi, jusque, enfin, dans ma famille, on racontait le dîner aux Anglais.